Merci. Merci, Monsieur Lambert. La parole est à Monsieur Joël Giraud pour le groupe RRDP. Merci d'avoir déféré ton apéro. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission du Développement durable, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous avons largement débattu du projet de loi portant réforme ferroviaire en première lecture et le voilà aujourd'hui parvenu au bout du chemin parlementaire. Nous l'avons dit en première lecture, nous avons des convictions fortes sur ce sujet et en premier lieu sur les illusions des bienfaits de la concurrence sur ce secteur très particulier. C'est un transport guidé, il est contraint par de grandes rigidités en termes d'exploitation par rapport à ses concurrents que sont la voiture, le camion ou l'avion. À ce titre, il serait vain de croire attendre les gains potentiels d'efficience constatés dans d'autres secteurs avec le développement de la concurrence. Tous les exemples étrangers le démontrent. Les paradigmes économiques de l'accroissement de la productivité générale des facteurs liés à l'activation de la concurrence ne lui sont pas directement applicables. C'est par la réorganisation de notre système ferroviaire, avec la préservation d'un opérateur en mesure de remplir l'ensemble des missions de transport avec toutes les contraintes techniques exigées, que nous réussirons la réforme attendue. C'était l'objectif initial de ce projet de loi, et il est largement rempli avec l'apport des modifications introduites par l'examen parlementaire. Le texte qui va être soumis à nos suffrages est issu de la CMP de mercredi dernier. Quelle analyse pouvons-nous faire du texte qui nous est présenté aujourd'hui après l'examen au Sénat et l'accord trouvé en commission mixte paritaire ? Les travaux du Sénat ont globalement respecté tous les points d'équilibre sur les sujets sensibles qui avaient animé nos débats en commission comme en séance. En effet, par rapport au texte initial, nos collègues sénateurs ont confirmé nos modifications substantielles sur l'intégration sociale du groupe public ferroviaire SNCF, sur le renforcement du rôle de régulateur sectoriel, l'ARAF, sur la liberté tarifaire laissée aux régions, ou encore sur la clause de revoyure pour le transfert de la propriété des gares de voyageurs. Les sénateurs ont effectué un travail qui a globalement plutôt complété et approfondi les avancées du texte à l'Assemblée. Sur les 150 amendements adoptés au Sénat, certains ont enrichi le texte de façon significative. À l'article 1er, je retiens la garantie de la représentation du Parlement au sein du Haut Comité du système de transport ferroviaire. C'est moi qui ai inventé le titre et j'arrive à ne plus le prononcer, avec la présence de 2 députés et de 2 sénateurs. Un amendement important introduisant un article additionnel après l'article 1er, provenant des bancs des sénateurs UMP, actualise le régime juridique des surtaxes locales temporaires, les SLT. Ces surtaxes consistent en une majoration assez minime du prix du billet du train. Cette actualisation va permettre aux gestionnaires des gares et aux collectivités locales concernées de financer des investissements nécessaires dans certaines gares. Ça va plutôt dans le bon sens, à condition que la majoration reste minime et qu'elle ne participe pas à un phénomène de généralisation du transfert du coût vers l'usager, à défaut d'être en mesure d'augmenter l'efficience du système. Nous vous l'avons dit en commission et en séance, les députés du groupe 2RDP sont attachés à un assainissement de la situation financière du système ferroviaire. Mais il serait déraisonnable que cela se fasse au détriment de l'utilisateur en allant chercher dans sa poche ce que l'on ne parvient pas à économiser par ailleurs. C'est une gestion rigoureuse et l'amélioration de la productivité générale des facteurs qui doivent être les vecteurs de l'assainissement financier. Sur la mise en place de SNCF Réseau à l'article 2, parmi les amendements sénatoriaux votés, un amendement provenant du groupe centriste renforce à nouveau le rôle du Parlement en prévoyant que les ratios permettant d'évaluer les projets d'investissement de développement du réseau ferré national soient définis chaque année en loi de finances. C'est une garantie du contrôle parlementaire que nous ne pouvons que saluer, à condition que le Parlement se montre sage et réussisse à concilier la liberté de l'opérateur de réseau et la nécessité de prioriser des investissements qui bénéficient à l'ensemble du territoire national. Le gouvernement a présenté une amélioration majeure dans un article additionnel après l'article 2 bis, visant à promouvoir la desserte portuaire par voie ferrée, en donnant les moyens aux ports de devenir propriétaires des voies ferrées sur leur domaine. Nous serons en mesure, d'ici quelques années, d'évaluer cette modification et nous verrons si cette possibilité offerte se généralisera, si l'objectif de l'accroissement de la compétitivité du service sera rempli. À ce stade, cette modification ne nous paraît pas inutile, d'autant que les ports pourront devenir opérateurs ferroviaires de proximité. À l'article 3, les sénateurs ont confirmé la compétence de gestion des gares auprès de SNCF Mobilité. Nous ne sommes pas convaincus de la pérennité de cette propriété et nous pensons que cette situation sera amenée à évoluer. Dans cette perspective, je salue l'amendement adopté à l'article 10 relatif au transfert à SNCF Réseau des biens, droits et obligations attachés aux missions de gestion de l'infrastructure. Cet amendement prévoit d'étudier la possibilité de créer un 4e EPIC dédié à la gestion des gares afin de rompre le lien entre SNCF Mobilité et Gares et Connexions. Pour poursuivre sur l'article 3, je me réjouis de l'adoption de l'amendement provenant du groupe écologiste du Sénat, dont vient de parler notre collègue, sur l'embarquement des vélos non démontés à bord des trains.
Il n'est pas tout à fait évident que cela relève du domaine législatif, même si les parlementaires aguerris sont de moins en moins effarouchés par la porosité des frontières entre les articles 34 et 37 de notre Constitution. Mais à l'heure où le Tour de France passionne nos concitoyens et offre de magnifiques vues de notre territoire, je pense tout à fait au hasard aux étapes de ce week-end, bien sûr, dans les Hautes-Alpes, je voudrais confirmer la volonté de promouvoir la mobilité douce et le vélo des députés du groupe 2RDP. Il ne s'agit pas du vélo des députés, mais de la volonté du groupe. Même s'il ne concerne uniquement que le renouvellement des matériels roulants, si l'adoption de cet amendement réussit à favoriser le développement de l'intermodalité des déplacements et le cyclotourisme, j'en serai le premier heureux. À l'article 4, au sujet de l'ARAF, je voudrais non seulement saluer la confirmation des amendements adoptés à l'Assemblée qui l'ont renforcé, mais saluer également l'adoption d'un amendement supprimant la présence du commissaire du gouvernement. Je salue d'autant plus cet amendement que j'avais déposé et défendu ici et devant vous, avec mon collègue Paul Jacobi, un amendement identique, mais sans connaître le succès obtenu au Sénat. Les députés du groupe 2RDP croient dans la nécessité de faire de l'ARAF un régulateur fort et indépendant, a fortiori dans un système de transport ferroviaire complexe. Nous vous l'avons dit, nous ne voulons en aucun cas transformer le régulateur en gestionnaire. Ce peut être sa tentation naturelle contre laquelle nous devons être vigilants. Nous sommes conscients que la question des pouvoirs du régulateur est complexe, mais nous devions et nous avions déjà beaucoup avancé dans nos débats en donnant les moyens à l'ARAF d'exercer pleinement son rôle de régulateur. L'objectif est de garantir un accès égal au système de transport ferroviaire et notamment au réseau. Aujourd'hui, il n'existe pas de commissaire de gouvernement auprès de l'ARAF. Au moment où l'on élargit ses pouvoirs, il serait contradictoire de lui imposer. En dépit de certaines tentatives qui se sont d'ailleurs révélées des échecs sous le précédent gouvernement, je pense par exemple à l'ARCEP, le sens de l'histoire, c'est l'indépendance des régulateurs. La solution qui a été retenue au Sénat et acceptée par le gouvernement est équilibrée et elle sécurise le texte sur le plan du droit issu de l'Union européenne. Je vous remercie, Monsieur le ministre, d'avoir donc finalement été sensible à nos arguments en modérant votre opposition à cet amendement, même si cela s'est produit dans le palais du Luxembourg. La rédaction retenue oblige l'autorité à consulter le gouvernement afin de connaître son point de vue et ses analyses sur les décisions qu'elle doit prendre. C'est ce qu'elle fait déjà aujourd'hui et c'est ce qu'elle continuera donc de faire demain. À l'article 5, les sénateurs ont modifié les dispositions concernant SNCF Mobilité afin de mieux prendre en compte la situation du fret ferroviaire dans le contrat conclu entre la nouvelle entité et l'État. C'était clairement un manque du texte adopté à l'Assemblée. Nous connaissions la situation du fret, il est indispensable qu'il soit l'objet de la négociation du contrat et qu'il parvienne à se redresser avec une réflexion globale sur tous les facteurs qui le freinent aujourd'hui. Ensuite, concernant les AOT régionales, un sujet important, les sénateurs ont modifié par 2 amendements l'article 5 bis relatif aux compétences et prérogatives des régions. Un amendement socialiste permet désormais à l'autorité organisatrice régionale de reprendre le matériel roulant tout en maintenant sa mise à disposition à SNCF Mobilité. Le matériel sera donc considéré comme un bien de reprise. Cela complète nos travaux qui avaient déjà permis aux autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire de récupérer, si elles le souhaitent, la propriété des matériels roulants qu'elles ont déjà financés. Au sujet de l'instauration d'un versement transport interstitiel au profit des régions, je sais, Monsieur le ministre, que vous pensez que la réforme ferroviaire ne doit pas être le cadre du débat sur le financement des collectivités territoriales. Rassurez-vous, nous n'allons pas disserter sur l'article 72.2 de la Constitution qui consacre l'autonomie financière dans la libre administration des collectivités territoriales. Cet article a déjà été trop malmené par le Conseil constitutionnel a dû d'ailleurs plusieurs fois jouer de l'acrobate pour ne pas censurer des dispositions de plusieurs lois de finances. Théoriquement, il n'est pas impossible que vous ayez raison. Et dans un monde parfait, nous n'aurions pas besoin d'une réforme ferroviaire pour créer un versement transport. Mais nous sommes convaincus que ce financement a une légitimité car nous observons le décalage croissant entre les compétences qui s'accumulent confiées aux régions et leurs ressources propres qui diminuent. Ce n'est pas soutenable. Pour conclure sur l'analyse des amendements adoptés au Sénat qui complètent le texte que nous nous apprêtons à voter, je tiens à vous dire ma satisfaction de l'adoption de l'amendement voté à l'article 12 relatif à la poursuite des contrats de travail des agents de la SNCF et de RFF. Il s'agit de maintenir les avantages des salariés de RFF, notamment en allongeant de 6 à 8 mois le délai fixé pour exercer le droit d'option. Au final, les députés du groupe 2RDP sont plus que satisfaits du travail parlementaire que vous avez mené, Monsieur le ministre, et qu'a mené Monsieur le rapporteur Gilles Savary, et du texte présenté aujourd'hui. La réforme de notre système de transport ferroviaire était nécessaire et urgente. Le texte final réussit à assurer la cohérence du système et le respect de nos engagements européens. Il apporte des réponses concrètes aux difficultés importantes que nous connaissons et marque enfin le retour de l'État stratège en instaurant des outils adaptés pour un renforcement durable de notre chemin de fer. À l'heure où le système ferroviaire connaît des critiques fortes, je tiens à dire à nouveau, au nom des députés de mon groupe, notre attachement au monde cheminot et au grand groupe public SNCF. Le chemin de fer français a une belle histoire, une tradition d'excellence, un savoir-faire réputé, il est l'un des meilleurs du monde. Tout au long du débat en première lecture, nous avons fait le constat des dysfonctionnements qu'il connaît. Aujourd'hui, nous pensons que ce texte contient des outils et des solutions adaptés pour y répondre, au moins en grande partie.
Il permettra d'améliorer à la fois la productivité et la sécurité au meilleur coût pour les collectivités et pour les utilisateurs. Dans ces conditions, les députés du groupe 2RDP réaffirment leur fierté du système ferroviaire français. Ils soutiennent cette réforme et voteront ce texte pour lui donner toutes les chances de relever les défis qui l'attendent. Merci Monsieur Giraud. Prochaine séance ce soir à 21h30, suite des commissions mixtes paritaires du projet de loi portant réforme ferroviaire et de la proposition de loi organique relative à la nomination des dirigeants de la SNCF, commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire. La séance est levée.